Le 9 avril 2023, 175 coureurs issus de 25 équipes s'apprêtaient à prendre le départ de l'une des courses cyclistes les plus difficiles, le Paris-Roubaix. 256,6 km à parcourir. Et au-delà de ça, ce qui fait la renommée de cette course, ce sont les 54,6 km de pavés irréguliers, impraticables, face auxquels les coureurs vont devoir faire face pendant près d'une demi-douzaine d'heures. En fin de matinée, le départ est donné et tous les cyclistes présents sur la ligne de départ à Compiègne n'aspiraient pas forcément à la victoire finale. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun d'eux allait être galvanisé par le prestige de ce monument et allait donner toute son âme sur chaque kilomètre, chaque pavé qu'il s'apprêtait à franchir. Avant de continuer mon récit, il est en mon sens important que tout le monde situe ce que représente le Paris-Roubaix. Vous connaissez certainement la Vuelta, le Giro et encore plus le Tour de France, qui sont trois courses cyclistes connues à travers le monde. Chacune d'elles possède 21 étapes et sillonne les routes du pays hôte. Inutile de vous le préciser pour le Tour de France, mais la Vuelta se déroule en Espagne et le Giro en Italie. Ces courses à étapes sont absolument mythiques, et ne remporter ne serait-ce qu'une seule des étapes d'un de ces grands tours constitue un objectif majeur dans la carrière de la plupart des coureurs. Je vous laisse donc imaginer le prestige que cela pourrait représenter d'être vainqueur du classement général sur l'une de ces courses. Dans le calendrier World Tour, il y a également bon nombre de courses d'un jour, c'est-à-dire que le vainqueur est celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier, point barre, pas d'histoire de classement général. Mais toutes ces courses d'un jour n'atteignent pas le quart du prestige que représentent les grands tours dans le monde du cyclisme. Toutes sauf 5. En effet, ces 5 courses, appelées les 5 monuments, sont des piliers dans le calendrier annuel de tout cycliste professionnel qui, au-delà du simple désir d'y participer, rêve à tout prix d'en remporter au moins une dans sa carrière. Et je ne sais pas laquelle de ces 5 courses, laquelle de ces 5 monuments est la plus dure, mais en tout cas celle qu'on appelle la reine des classiques, c'est bien le Paris-Roubaix. L'idée de cette course a été initiée par Théodore Vienne et Maurice Pérez, qui étaient deux industriels du textile roubaisien passionnés de sport. C'est pourquoi en 1895, ils créent le vélodrome roubaisien, qui n'est pas la traditionnelle ligne d'arrivée du classique existant encore aujourd'hui, puisque celui-ci sera détruit en 1925. Théodore Vienne et son acolyte voulaient mettre en avant leur vélodrome, et pour cela, ils ont l'idée de se servir de la course cycliste alors très populaire nommée le Paris-Bordeaux. Le plan est simple, la course entre Paris et Roubaix servira d'entraînement aux coureurs voulant prendre le départ du Paris-Bordeaux 4 semaines plus tard. Et le dimanche 19 avril 1896, 51 coureurs se présentent sur la ligne de départ près du bois de Boulogne à Paris. L'Allemand Joseph Fischer, considéré comme l'un des favoris sur cette première édition de la course, va la remporter en 9h17 minutes, suivi par Charles Meyer, à qui il mettra 25 minutes d'écart, et c'est l'Italien Maurice Garin qui viendra compléter le podium. En tout cas, cette édition fut la première d'une longue lignée, et au fur et à mesure des années, la reine des classiques a atteint le prestige qu'elle connaît aujourd'hui. Le 9 avril 2023, il est 11h10 et le départ fictif est donné. S'ensuit un parcours de 7 km sans enjeu, durant lequel les coureurs se mettent en jambes pour que lorsque le départ réel soit donné, la course puisse directement commencer sur les chapeaux. Dès ce départ fictif, une équipe s'installe à l'avant du peloton, la Jumbo-Visma. Et dans cette écurie, un coureur nous intéresse particulièrement, j'ai nommé Wout van Aert. Le Belge, âgé alors de 28 ans, est sans doute l'un des cyclistes les plus polyvalents du monde, puisqu'en plus d'avoir été sacré à 3 reprises du titre de champion du monde de cyclocross, Van Aert a également remporté 9 étapes sur le Tour de France. Le coureur est un aussi bon puncher qu'un bon rouleur, puisqu'il a remporté différents contre-la-montre dans sa carrière. Et enfin, la dernière carte dans la manche de Wout, et pas des moindres, et c'est son aptitude assez extraordinaire en sprint, en témoigne son maillot vert sur le Tour de France 2022. Enfin bon, je pourrais vous faire une vidéo entière sur ce coureur tant il est épatant, mais ce qu'il est important de retenir, c'est donc sa polyvalence monstre, qui est un atout majeur pour un coureur du Paris-Roubaix, faisant de lui l'un des grands favoris de cette édition 2023. D'autant plus qu'il avait fini deuxième de l'édition 2022, il n'avait donc qu'une obsession, prendre sa revanche sur l'édition précédente. L'un des seuls points d'interrogation dans l'état de forme du Belge était sa chute sur le Tour des Flandres, un autre monument du cyclisme international, une semaine plus tôt. Est-ce que Wout van Aert était à 100%? C'est ce que nous verrons bien assez vite. Ça y est, le départ réel est donné et le peloton est nerveux, ça va très vite. Pendant près de 83 km, celui-ci mènera un tempo d'enfer à plus de 50 km/h de moyenne et aucune échappée ne parviendra à se former. C'est donc seulement après plusieurs dizaines de kilomètres de course qu'un quatuor parvient à s'extirper et arrive sur le premier secteur pavé avec 1 minute 25 d'avance sur le peloton. Les pavés. Parlons-en un peu car c'est eux qui font la réputation de cette course. Sur le Paris-Roubaix, on référence 29 secteurs pavés. Autrement dit, il y a 29 sections de la course qui comportent des pavés et ces sections s'étendent sur des distances allant de 300 à 3700 mètres. Ce qui est aussi intéressant à observer, c'est que chacun de ces secteurs est classé sur une échelle de difficulté allant de 1 à 5 étoiles. Mais concrètement, quand vous roulez sur des secteurs pavés comme ceux du Paris-Roubaix, il faut ajouter en plus de l'irrégularité constante de ces routes, une nervosité absolue dans le peloton, ou du moins dans le groupe de cyclistes, car rares sont les éditions où un réel peloton arrive sur la ligne d'arrivée en entier. Chacune des équipes doit avoir son
son leader placé à l'avant car il n'est pas rare qu'il y ait des cassures étant donné le rythme effréné de la course. Pour un coureur, chaque coup de pédale est un effort inhumain et en plus de cela, la concentration doit être maximale pour dans un premier temps avoir la trajectoire la plus optimale, celle qui demandera le moins d'efforts et surtout parce qu'une chute peut arriver à tout moment. Donc déjà le coureur doit se concentrer pour lui ne pas chuter, mais ce n'est pas tout car si devant, à côté ou même derrière lui un autre tombe, il faudra l'éviter et ce n'est pas une mince affaire quand on voit la proximité qu'il peut y avoir entre les cyclistes. Et admettons même que vous soyez rapide, en forme le jour de la course, ne tombiez pas, et bah il y a un autre facteur à prendre en compte, l'enjeu mécanique. Et oui, si le coureur pédale juste comme un bourrin sur les pavés, la crevaison semble inévitable, bien qu'elle découle bien souvent de la chance ou plutôt de la malchance. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a des dizaines de paramètres à prendre en compte lorsque vous roulez sur des pavés, d'autant plus dans une course du niveau du Paris-Roubaix. Et d'ailleurs tiens, pour l'expérience, prenez votre vélo et allez faire 100 mètres sur des pavés pas loin de chez vous, vous verrez que déjà, au bout de 100 mètres, vous êtes dans un inconfort total. Alors mettez-vous à la place des coureurs qui font parfois 3 km de suite sur des pavés, et cela 29 fois dans la course. Pour cela, le Paris-Roubaix porte parfaitement son surnom de l'enfer du Nord. Même si contrairement à ce que l'on pourrait croire, celui-ci ne vient pas directement de la difficulté de la course, mais a été utilisé pour la première fois lorsque les coureurs traversaient les paysages ravagés de la région après la Première Guerre mondiale. Revenons-en à notre premier secteur pavé, ou plutôt au secteur pavé numéro 29, parce que ceux-ci sont numérotés dans l'ordre décroissant. L'échappée y arrive donc à fond, puisqu'avec seulement une 25 d'avance, celle-ci c'est qu'elle est en sursis. Ce secteur 29 de difficulté 3 étoiles image bien ce que je vous disais juste avant. En effet, on voit bien le gros tempo du peloton qui permet de les tirer sur plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Il y aura d'ailleurs même une cassure dès ce premier secteur qui se refermera ensuite dans la portion goudronnée qui mènera au secteur 28, noté lui aussi 3 étoiles. Une chute au sein du peloton. Et ça tombait devant. Oui, c'est tombé devant en quoi, 30e position, 20-30e position. Coureur de Cofidis. Avec un coureur de Cofidis. Sagan. Peter Sagan à terre. Et voilà, dès le deuxième secteur pavé, nous avons la parfaite illustration d'à quel point il est facile de chuter sur le Paris-Roubaix. L'un des coureurs impliqués dans cette chute n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Peter Sagan, maillot vert et champion du monde à 3 reprises, vainqueur du Paris-Roubaix en 2018 et tiré sa révérence sur l'arène des classiques en 2023. Ce ne fut donc pas la plus belle des fins pour Sagan sur le Paris-Roubaix, puisqu'à cause de cette chute, il a été contraint d'abandonner la course. Un peu moins de 10 km plus tard, le peloton entre dans le secteur 26, et l'homme qui mène l'allure à l'entrée de cette portion n'est nul autre que Mathieu Van Der Poel. Ce coureur néerlandais, souvent surnommé par ses initiales VDP, est LE coureur par définition de classique. En effet, Van Der Poel est un très gros rouleur qui ne s'est jamais réellement imposé sur des grands tours, mais lorsqu'il s'agit d'une course difficile d'un jour, il est toujours dans les 3 favoris. Il avait d'ailleurs fini 3ème lors du Paris-Roubaix assez extraordinaire de 2021, et depuis, il est en quête du sacre sur l'enfer du Nord. À ce moment-là, il est au top de sa forme, dans une équipe qui allait tout dédier à lui dans ce classique. Parce qu'en effet, si on regarde l'autre favori dont je vous ai parlé tout à l'heure, Wout van Aert, il compte dans ses rangs d'autres grands coureurs qui aspiraient à la victoire finale. Dylan van Baarle, le vainqueur de l'édition 2022 du Paris-Roubaix, et Christophe Laporte, le français, qui avait lui aussi bon espoir de faire une course qui pourrait le mener à un top 3, voire une victoire. Alors que côté Alpecin de Koninck, l'équipe de Van Der Poel, il y a Philipsen, lui aussi très fort sur des courses comme le Paris-Roubaix, mais il était clair qu'aujourd'hui, il était là pour aider son coéquipier à aller s'imposer, et pas l'inverse. Est-ce que Paris-Roubaix c'est devenu une obsession pour vous? Non, pas vraiment. Je l'ai seulement fait 2 fois aussi, donc j'ai encore des chances. Mais bah oui, c'est surtout un monument que j'aimerais bien gagner. Est-ce que c'est une course que vous aimez plus que les autres? Non, pas vraiment. Quand je suis honnête, c'est vraiment dur et tout fait mal après 200 km déjà. Mais ouais, c'est une des plus belles courses à gagner. Le néerlandais est donc le premier homme du peloton à rentrer sur le secteur 26, et là encore, on voit l'importance pour les favoris d'être bien placés puisqu'une chute a lieu quelques centaines de mètres plus loin, au cœur du peloton. A partir de là, les kilomètres vont s'enchaîner, les pavés aussi, et le peloton adopte un rythme de croisière en poursuite des 4 hommes échappés qui avaient alors 1 minute 13 d'avance. Nous sommes maintenant à peine plus de 100 km de la ligne d'arrivée, et le secteur 20 de Haveluy à Wallers marque le début d'une nouvelle course, celle des favoris. Et ça, Wout van Aert l'a parfaitement compris puisqu'il choisit ce moment précis pour marquer une grosse accélération que seulement les plus forts pourront suivre. Le premier coup de force de Wout van Aert à 100 km de l'arrivée, un peu plus de 100 km de l'arrivée dans le secteur d'Haveluy. Ah, il est fort, très fort Wout van Aert, et Christophe Laporte est là dans ce groupe en 3ème position. Ça y est Thomas, c'est parti. Ah ouais, et puis là, il y a un virage à droite. Ils ont fait qu'une bouchée des 5 coureurs qui étaient intercalés. Il y a un virage à droite sur le secteur. Et donc j'ai pu les voir. En fait, ils ont créé un écart avec leurs suivants, mais ils ont mis le peloton entier en file indienne.
ils ont vraiment creusé un écart impressionnant. Il y avait une deuxième cassure entre la 15e et la 20e place du peloton. Ça fait le ménage. Ce groupe qui s'extirpe du peloton dans le secteur 20 est plutôt bien loti, puisqu'en plus de Van Aert et de Van Der Poel, on y retrouve l'allemand John Degenkolb. Le coureur allemand de l'équipe DSM est lui aussi une grosse pointure de cette édition du Paris-Roubaix, bien qu'il semble un peu en dessous des deux cracks que l'on a déjà présentés. Il est en effet un peu plus âgé, mais a déjà remporté le Paris-Roubaix en 2015, et dans une course de cette difficulté, l'expérience est primordiale. D'autant plus que l'enfer du Nord est imprévisible, absolument tout peut se passer, chaque secteur pavé a ses imprévus, et même le plus fort du peloton pourrait chuter ou crever dans n'importe lequel de ces secteurs. Donc pour Degenkolb, l'objectif est clair, faire ce qu'il a toujours su faire et aller chercher la victoire. Le groupe des favoris compte aussi dans ses rangs Laporte, qui sera un allié de taille pour Van Aert, et Stefan Kung, un très gros rouleur suisse de l'équipe Groupama FDJ. Une fois sorti de ce secteur très relevé, le groupe de favoris aura moins de 10 km pour souffler un peu, tout en préservant son avance sur le peloton avant d'entamer un secteur mythique du Paris-Roubaix à travers les époques, la Trouée d'Arambert. Depuis les années 70, ce secteur est un incontournable de l'enfer du Nord, représentant à lui seul la difficulté de la course. 2300 mètres de pavés discontinus, volontairement peu entretenus pour rendre chaque coup de pédale plus difficile que le précédent. Les 5 étoiles de cette portion en ont fait un parfait juge de paix dans de nombreuses éditions, si bien que quand les coureurs y entrent, ils savent qu'ils peuvent gagner comme perdre la course dans les quelques 2 km qui constituent la Trouée d'Arambert. Au moment où nos protagonistes entrent dans ce secteur, ils ont déjà fait un peu plus de 160 km et il en restera derrière 92 pour éventuellement réparer les dégâts que celui-ci aura causés ou au contraire pour filer jusqu'à la ligne d'arrivée. La Trouée d'Arambert, c'est un moment où les cartes sont rebattues, il n'y a plus de favoris ou d'outsiders. Tout le monde est au même niveau, il n'a qu'à prier pour que ses jambes suivent le rythme jusqu'au bout du secteur et que ses chambres à air restent intactes. Évidemment, aucune voiture ne suit les cyclistes dans cette portion étroite, donc en cas de crevaison, ceux-ci devront soit pédaler à plat jusqu'à la sortie du secteur où ils pourront se faire dépanner, soit attendre une moto d'assistance qui suit le peloton. Dans tous les cas, si dans cette portion un des favoris crève, il semble très difficile pour lui d'aller chercher la victoire. Alors que nos protagonistes entrent sur la Trouée d'Arambert, quelques centaines de mètres plus loin, Derek Guy, un échappé, explose sa roue sur les pavés diaboliques du secteur. Le coureur canadien doit donc renoncer à l'échappée et attendre une moto d'assistance. Pendant ce temps donc, Van Aert, Degenkolb et Van Der Poel avaient l'échappée en ligne de mire et continuaient le rouleau compresseur qu'ils avaient enclenché sur le secteur précédent. Encore un échelon derrière dans le peloton, les premiers mètres du secteur mythique auront également raison de certains coureurs puisqu'une chute collective éteindra tous les espoirs de doubler pour Dylan Van Baarle. À l'avant de ce peloton, on a Mats Pedersen, comptant également parmi les grosses pointures de cette 120e édition du Paris-Roubaix et qui s'était retrouvé coincé pendant l'accélération de Van Aert dans le secteur d'Avely. Le coureur danois, champion du monde 2019 et ayant remporté 6 étapes sur les grands tours dans sa carrière, est un gros rouleur. C'est-à-dire qu'il peut avaler les kilomètres à des allures assez folles, ce qui forcément fait de lui un homme important dans ce Paris-Roubaix. Enfin bon, il va profiter de la Trouée d'Arambert pour sortir du peloton afin de tenter de rattraper le groupe des favoris dans lequel il aurait normalement dû avoir sa place. Petit récap donc pour ceux qui auraient du mal à suivre de l'ordre des coureurs à 500 mètres de la fin de cette mythique Trouée d'Arambert. On a tout devant notre échappée, constituée de 3 coureurs persistants qui ne vont pas tarder à se faire croquer par le groupe de favoris qui l'étalonne. Derrière ce fameux groupe, composé donc de Van Aert, de Degenkolb et Van Der Poel entre autres, on a Pedersen qui essaie de les rattraper. Ensuite, on a un petit groupe de contre, avec des coureurs comme Filippo Ganna qui peut également espérer un bon résultat sur cette course, ou encore Jasper Philipsen qui, je le rappelle, est là pour suppléer Van Der Poel. Et enfin, on a ce que l'on pourrait appeler le peloton, fractionné en plein de petits groupes du fait des pavés de la Trouée d'Arambert. La fin de la portion fut plus calme que la première moitié, et le seul fait notable est qu'aussitôt sorti du secteur, Christophe Laporte, qui, je le rappelle, était dans le groupe des favoris, s'est mis sur le côté pour qu'un mécanicien change sa roue du fait d'une crevaison. Il mettra quelques dizaines de secondes qui lui coûteront très cher avant de pouvoir repartir. Dans le même temps, le groupe de favoris recolle à l'échappée et Pedersen n'est plus qu'à une dizaine de secondes de ce groupe. Il va donc les rattraper avant le prochain secteur pavé, tout comme le groupe de poursuivants composé de Ganna et Philipsen entre autres. Le dégât collatéral parmi les favoris de cette Trouée d'Arambert, c'est donc Laporte qui sera pointé bien plus loin du fait de sa crevaison, intercalé entre les désormais uniques groupes des favoris et le peloton. Pendant les kilomètres qui suivirent, le groupe de tête désormais assez nombreux poursuivit les efforts et enchaîna les secteurs pavés. Évidemment, du fait de la présence de deux de ses équipiers, Van Der Poel et son équipe rythmaient la course, mais globalement, tout le monde passait les relais et n'avait pas forcément intérêt à ce que le peloton recolle. À 54 km de l'arrivée, le groupe des favoris entre dans le secteur numéro 12, d'une distance de 2700 mètres, et Van Der Poel choisit ce moment pour placer une accélération en prenant tous les risques dans ses trajectoires. Et Mathieu Van Der Poel qui accélère, attention. Mathieu Van Der Poel qui accélère juste avant Mont-Saint-Pével. Avec John Degenkolb derrière, il y a une petite cassure, attention, Mathieu Van Der Poel dans ses œuvres, Thomas. L'agilité. Ah oui, il est passé à l'offensive hein, juste avant ce gauche-droite, il avait Stefan Kung dans la roue, il a relancé, il n'y a que John Degenkolb qui a pu suivre. À 51 km de l'arrivée, l'offensive de Mathieu Van Der Poel avec dans sa roue John Degenkolb
Stefan Kung avec un temps de retard. En sortant du secteur, seul Degenkolb tient la roue du coureur néerlandais et Van Aert profite de la courte section plate avant le secteur numéro 11 pour recoller au duo tête au sprint. Petit à petit, le groupe se reforme entièrement, mais c'est déjà un premier aperçu de l'état de forme de Van Der Poel qui a su accélérer très fort, de Degenkolb qui a tenu sa roue sans souci et de Van Aert revenu très vite au sprint. Le suspense est total, mais à ce moment-là, on imagine que le vainqueur se trouve parmi ces trois hommes qui semblent vraiment au-dessus du lot. Mais attention à ne pas oublier Mats Pedersen qui se fait discret mais qui est toujours bel et bien présent. Mais le souci de VDP, c'est qu'il a des fourmis dans les jambes. Et cela, on le voit dans le secteur suivant, puisqu'encore une fois, il décide d'accélérer et ce coup-ci, Van Aert suit. Et même si dans un premier temps il est le seul, nos 4 favoris restent tout de même au coude à coude. Philipsen prend ensuite un relais assez solide pour éviter que les quelques lâchers liés à l'attaque de son leader ne puissent revenir. Et à la sortie du secteur, Van Der Poel en remet directement une et seul Van Aert ne coince pas. Depuis le départ. Et Van Der Poel y va. Il en remet une sur ce faux plat. À la sortie de Mont-Saint-Pével, nouvelle attaque de Mathieu Van Der Poel. Et on fait beaucoup, hein. Ouais, et Wout van Aert pour l'instant qui parvient à répondre. Ah, Et Kung Kung qui qui s'assied. réussit. Stéphane Kung qui ne peut pas y aller. Et C'est Josh costaud, c'est Degenkolb costaud. également. Philippe Ogana avec un temps de retard toujours. On va peut-être se retrouver avec un duel Van Aert, Van Der Poel à 45 km de l'arrivée. Au final, la jonction est à nouveau faite entre les hommes qui ne parviennent pas directement à suivre les attaques du néerlandais et le duo VDP Van Aert. Ce qu'on voit là, c'est que plus les kilomètres s'écoulent, plus on comprend que la victoire finale va se jouer entre 3 hommes. Van Der Poel et Van Aert, évidemment, mais aussi Degenkolb qui semble avoir encore les jambes de les suivre. Pour Pedersen et les autres, la marche semble un peu trop haute, d'autant plus que les 3 favoris sont dans un grand jeu. Et même si a priori on se dit que Van Der Poel semble plus fort, il ne faut pas oublier que ces attaques à répétition pourront lui coûter très cher dans le final, pendant que Van Aert et Degenkolb gèrent leurs efforts. 20 km. Oui, 20 km, c'est ce qui sépare les favoris de la ligne d'arrivée. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils entrent dans le secteur 5 de Campan en PVL, noté 4 étoiles et réputé comme l'un des plus difficiles. Mats Pedersen, conscient que pour l'instant il n'avait pas encore montré qu'il était dans le même état de forme que ses rivaux, décide de rentrer en tête sur ce secteur très stratégique du fait de sa proximité avec la ligne d'arrivée pour dicter le tempo. Les coureurs commencent sérieusement à sentir leurs jambes puisque ça fait déjà un peu plus de 5 heures que ceux-ci pédalent, mais ce n'est pas le moment de s'arrêter puisqu'on arrive tout juste dans le money time. La tension est palpable. Dans ce secteur, tous cherchent la meilleure trajectoire possible. En témoigne la déviation de Pedersen et Degenkolb sur le bord de la route pour éviter au mieux les irrégularités des pavés, mais au risque de percuter les spectateurs, ce qui a d'ailleurs failli arriver au coureur danois. Celui-ci passera l'entièreté du secteur à l'avant du groupe sans tenter d'accélération particulière, probablement pour se mettre en confiance et montrer à tous les leaders qu'il est encore dans la course. Un seul kilomètre sépare ces pavés des suivants et c'est déjà l'heure de rentrer dans le secteur numéro 4, le carrefour de l'arbre, et c'est probablement le plus décisif de la course. En effet, c'est le dernier secteur 5 étoiles et les 3 secteurs assez simples qu'il restera avant de franchir la ligne d'arrivée ne permettront pas de faire une différence suffisamment conséquente. Autrement dit, soit un écart est fait maintenant, soit la victoire finale se jouera au sprint. Le carrefour de l'arbre, l'un des 3 secteurs 5 étoiles du parcours de Paris-Roubaix, c'est le dernier. Avec en tête l'épatant, l'extraordinaire Jasper Philipsen. Et dans sa route, John Degenkolb. C'est parti, Philipsen met le tempo dans ce début de portion et on voit que là ça va très vite. La colline de Van Der Poel est à 100%, la sortie de virage est même agressive. Allez, Van Der Poel y va. Le parti, ouais. Van Der Poel. Avec ce virage. Ouais, il va faire la cassure, Philipsen sans doute. Attention, il est Il limite. prend tous les risques, Oi, oi, Van Der oi, Poel, oi, il est oi. limite, hein. Il est limite et pour l'instant ça ne paye pas. Il est toujours en 3ème position. Oui, là on peut le dire, vous voyez Van Der Poel dans toute sa splendeur. Alors que Van Aert est encore au chaud au plus loin dans ce groupe, le néerlandais, lui, profite des efforts de Philipsen et prend tous les risques dans cette trajectoire pour essayer de prendre le meilleur sur ses concurrents. Mais ça ne paye pas pour l'instant. Attention. Degenkolb s'est Et il écarté, y va. Van Der Poel qui part. Oh Il n'y a pas la place. Oh, il fait tomber Degenkolb, Van Der Poel. Ah, il l'a pas fait exprès, Et je sais bien, c'est Pedersen qui s'est rabattu. Aïe 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 aïe, Il a c'est pas pu l'attaque venir de Wout van l'arrière. Aert. L'attaque de Wout van Aert. Wout Ah van ouais. Aert qui tente de surprendre les deux Alpecin de Koenig et il est parti très fort Wout van Aert sur un rythme incroyable. Degenkolb chute suite à un contact avec Mathieu Van Der Poel, donc malheureusement c'est fini pour lui. Le grand gagnant de cette histoire c'est Wout van Aert qui profite de cet accrochage et donc du fait que Degenkolb soit à terre et Van Der Poel perturbé pour placer une accélération. Mais VDP reprend tout de suite ses esprits et est à bloc derrière pour attraper le Belge qui a fait la cassure. On le voit absolument prendre tous les risques pour faire la jonction et franchement c'est assez beau à voir. Ça Van fait, du, Der Poel va revenir. ça fait du bruit dans le vélodrome. Hein. Ouais, c'est incroyable l'ambiance ici dans le vélodrome et l'ambiance dans le carrefour de l'arbre. Avec Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel qui s'est lancé à la poursuite. Pendant que Degenkolb se lamente derrière, Van Der Poel fait la jonction et on a désormais 2 hommes en tête qui paraissent tous deux aussi forts l'un que l'autre. Van Aert par son accélération soudaine et extrêmement puissante, ainsi que Van Der Poel pour sa capacité à être revenu dans la roue aussi vite. Avec encore beaucoup de punch, mais ouais, il a perdu un temps précieux à cet endroit-là. Un dépité de Degenkolb. Il vient sur Attention, sa machine, attention. son vélo de secours, il est reparti. Attention, Van Aert a parlé à l'oreillette. Van Der Poel a dit c'est peut-être le moment que je réaccélère une nouvelle fois. Ouais, mais il est bien calé dans la roue là, Wout van Aert. Derrière c'est Jasper Philipsen. Il est dans le dur. Mais c'est étonnant que Van Aert parle à l'oreillette sur Ouais. un secteur pavé comme celui du carrefour de l'arbre alors qu'il vient d'attaquer. C'est étonnant, il se passe quelque chose peut-être. Peut-être un problème mécanique.
pour Wout van Aert. Pour l'instant, il est toujours dans la roue, une crevaison. Aïe, 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 aïe. C'est pas le moment de crever là. Il reste 300 mètres. Hein. La sortie du carrefour de la roue dans quelques instants. Ah, il le sort, il le sort. Ouais. Mathieu Van Der Poel qui est en train de partir peut-être. Il a crevé roue arrière, non, Van Aert? Oui. Ou alors il se tenait les côtes, je sais pas. Wout van Aert qui n'est plus dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Il y a un problème, Van Aert. Il a un problème, on a l'impression qu'il chasse un peu de la roue arrière. Oui, il a mal de sa chute comme il nous l'avait dit. On va avoir la réponse là. Et il prend le virage à petite vitesse. Ouais, il a crevé roue arrière. Il a crevé. Il chasse de l'arrière. Aïe. Il a crevé, Van Aert. C'est pour ça qu'il parlait dans l'oreillette évidemment au moment de la course. Ah non, pas la roue. C'est le tournant, ça va C'est prendre un mort. bon fou. C'est mort. Mais il a plus de vélo peut-être. Il a plus de vélo de rechange. Ouais, et puis La voiture est pas là. Il n'y a pas de voiture. Eh oui, bien sûr. Et Van Der Poel C'est s'envole. terminé. C'est terminé pour Wout van Aert. Mathieu Van Der Poel s'envole maintenant à 15 km. Voilà à quoi se joue un Paris-Roubaix les amis, on avait là vraiment 3 gros concurrents, Van Der Poel, Van Aert et Degenkolb, qui franchement ont tous 3 fait une superbe course, mais malheureusement pour 2 d'entre eux, la victoire leur échappe suite à des faits de course qu'ils n'ont pas pu contrôler. Van Der Poel n'a plus qu'à filer vers la ligne d'arrivée, et entre seul en tête sur le vélodrome roubaisien, iconique ligne d'arrivée de l'Enfer du Nord. Allez, l'entrée de Mathieu Van Der Poel dans le vélodrome. Dernier tour, un tour encore pour Mathieu Van Der Poel avant d'aller chercher un 3e monument. Après le Tour des Flandres à 2 reprises, après Milan-San Remo cette année, Mathieu Van Der Poel qui va triompher, j'allais dire enfin, non, c'est sa 3e participation, Mathieu Van Der Poel, et il n'a que 28 ans. Allez, Mathieu Van Der Poel, il peut se retourner, il n'y a pas de souci. Il va les laisser passer. Il n'a plus qu'une ligne droite à faire, alors que Van Aert et Philipsen ont encore plus d'un tour à accomplir. La victoire de Mathieu Van Der Poel dans Paris-Roubaix. Et regardez Philipsen qui lève le bras, elle est incroyable cette image. Victoire de Van Der Poel. En 5h28 et 41 secondes, Mathieu Van Der Poel remporte l'édition la plus rapide de l'histoire du Paris-Roubaix. Son coéquipier Jasper Philipsen permet à leur team de faire le doublé en arrivant 2ème devant Van Aert qui devra repousser son ambition de victoire sur l'arène des classiques pour au moins un an. Mats Pedersen est quant à lui au pied du podium et Degenkolb 7ème, 2 minutes 35 derrière le vainqueur, sera donc le dernier des 4 protagonistes que l'on a suivis aujourd'hui. Si j'ai choisi de vous compter cette 120ème édition du Paris-Roubaix, c'est parce que je trouve qu'elle illustre assez bien la difficulté de l'Enfer du Nord. Alors oui, ce jour-là la météo était plutôt clémente, contrairement à l'édition 2021 par exemple, qui a peut-être été la plus difficile de l'histoire en raison de la boue qui rendait absolument impraticable chaque pavé. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a là 4 favoris et qu'évidemment un seul d'entre eux remporte la course et les 3 autres perdent chacun pour des raisons différentes, souvent indépendantes de leur volonté. En avril dernier, un an après ce sacre donc, Wout van Aert ne participera pas au Paris-Roubaix 2024 en raison d'une blessure. Vêtu du maillot arc-en-ciel de champion du monde, Van Der Poel effectuera une démonstration de force en partant à 60 km de l'arrivée dans le secteur d'Orchy et absolument personne n'a pu rivaliser. Le néerlandais réalise donc le doublé Paris-Roubaix 2023, Paris-Roubaix 2024 et bat son propre record de vitesse sur la course, la remportant en 5h25 minutes 59 secondes. Encore une fois, son équipé de la Alpecin des Koning Jasper Philipsen arrivera 2ème 3 minutes plus tard. La suprématie Van Der Poel-Philipsen dure donc depuis 2 éditions maintenant sur l'Enfer du Nord, en route peut-être pour un éventuel triple doublé en avril prochain, ce qui permettrait à VDP d'égaliser le record de victoires consécutives sur Paris-Roubaix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous faire le blabla habituel, n'oubliez pas votre petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça m'aide vraiment énormément, donc merci pour tous vos retours sur les vidéos précédentes. Vous êtes également une immense majorité à regarder les vidéos sans être abonné, donc si mon contenu vous plaît, surtout n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Nastri, ciao.